Le tout premier PFL Bruxelles a été un franc succès avec des highlights de malade et clairement des performances qui sont de bon augure pour la suite et qui donnent beaucoup d'espoir pour le MMA belge. Bienvenue à tous dans ce 6e round où nous allons décanter ce bel événement avec Brian. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Tous. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Unibet.fr. Brian, on doit commencer par le main event. Patrick Aberriora envoie, je pense, le tout premier high kick de sa carrière, en combat en tout cas, et ça met Danny Roberts KO. Ça nous a surpris. Ça a surpris Danny Roberts en premier. On va d'abord parler de la prestation dans son ensemble, l'avant KO et le KO en lui-même. Et vas-y, je t'en prie. Écoute, alors oui, très belle prestation. Premier round. Je pense que alors certains qui suivent ont peut-être eu l'impression d'avoir peu d'informations sur le combat parce qu'il y a quand même peu de volume. Moi, je trouve qu'on a eu quand même pas mal d'informations sur le potentiel de Patrick, en tout cas sur un combat d'une telle importance face à un tel adversaire. Donc moi, au-delà du KO, j'ai été aussi très satisfait de pas mal de réponses, tu vois. J'avais des questionnements sur est-ce que c'était un petit peu tôt, est-ce que c'était pas un peu trop gourmand de prendre un mec, un ancien combattant de l'UFC qui avait quand même un record intéressant à l'UFC, 7-7, la KT du dessus, premier main event, donc énormément de pression. Et au final, au-delà de cette victoire, tout ce qui se passe avant, pour moi, ça m'a conforté sur le fait que, oui, il était prêt pour ce combat-là, et il va être prêt pour la suite qui l'attend, tu vois. Ouais, c'est clair que déjà sur le narratif, il y avait beaucoup d'intrigues. Oui, clairement. On a Danny Roberts qui a plus de victoires à l'UFC que Patrick n'a de victoires en pro. Tu en as parlé, Patrick, il monte chez les welterweight pour pouvoir l'affronter. Il y a une grosse différence d'expérience et d'expérience à haut niveau. Ça représentait une grande marche pour Patrick par rapport à ses précédents adversaires. Il y avait un peu ce narratif de c'est lui qui ramène le PFL à Bruxelles, donc il y a une pression qui se rajoute en plus d'être le main event. Et il y avait quand même 5300 personnes sur place, ce qui est pas rien. Et franchement, tout le monde l'a dit, tout le public s'est rapproché de la cage au moment de son walkout. Et pour tout son combat, il y avait plus personne dans les gradins, donc il y avait un côté un peu intimiste à ça. Alors je sais que les haters, ils vont transformer un peu le narratif du combat, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de l'adresser dans ce podcast. C'est-à-dire j'ai lu des tweets, évidemment, c'est Danny Roberts a 37 ans, il était sur 3 défaites consécutives, il y avait un temps d'absence, ça faisait longtemps qu'il était plus actif. Moi, je te l'avais dit en off. C'est un narratif qui s'entend, hein. C'est un narratif Bien qui sûr. s'entend. Moi, attends, Bien sûr. juste comme ça, pour les haters, si je peux le rajouter dans l'argumentaire. Là, j'ai un combattant pas d'Angleterre, mais d'Irlande qui est chez moi. Moi, il m'a annoncé vendredi avant le combat, il m'a dit ouais, Danny Roberts va se faire mettre KO. Je dis attends, ouais, quand même, Danny Roberts. Non, il me dit non, il va se faire mettre KO par votre gars. Voilà, il a déjà pris plusieurs KO. Donc non, je peux l'entendre, je peux complètement entendre cet argument-là, ok. Mais parce que après, on va pouvoir reparler un petit peu de la prestation de Danny Roberts. Je peux entendre, mais dans tous les cas, ça n'enlève pas toutes les inquiétudes, tous les questionnements que j'avais sur sa capacité à prendre. Et voilà. Et puis il aurait pu être surpris. Et fallait quand même monter face à un adversaire comme ça, tu vois. Moi, j'avais pas encore les réponses qui étaient soit rincées ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est un argument que je peux entendre. On en parlera quand même. On va avoir, tu vois, genre, il faut pas non plus, faut avoir un truc un peu équilibré, tu vois. Ouais, de fait, mais le gars qui était à l'UFC, c'était pas le même combattant, clairement. Ouais, mais de l'autre côté, moi je t'avais dit aussi avant l'événement, j'avais eu l'occasion d'interviewer Danny Roberts. Alors on sait que les interviews, il y a un décalage avec la réalité, mais j'avais vraiment ressenti qu'il était là pour relancer sa carrière, qu'il a pris Patrick au sérieux et qu'il était venu préparé pour avoir le bras levé à la fin de la soirée. Donc pour moi ici, c'est une belle victoire de Patrick. Ah ouais, clairement, pour moi c'est une belle victoire. Par contre, je peux entendre l'argument que le gars en face, c'était pas non plus un gars qui était à son top niveau, en pleine bourre, etc. Tu vois. Non, on peut l'entendre aussi.
Je suis d'accord qu'on peut pas Les dire codes que de Paris, Patrick a les battu. codes de Paris, elles étaient pas non plus à nous dire que c'était du 50-50, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc il faut voilà, toute proportion gardée, c'est pas un mec qui va rebondir et devenir champion du PFL après, tu vois. Ouais, il a clairement pas battu Danny Roberts à son prime, parce que Oui, sinon on pourrait dire Patrick vient de battre quelqu'un qui a le niveau top 20 UFC, parce que le voilà, prime de Danny Roberts c'était aux top 20. alentours Voilà. de la place numéro 20 des Est-ce que poids ce welter. soir il était On à un n'y est niveau top plus. 20? Non. Point. Non, Voilà. mais c'était pas non plus un gars complètement rincé, complètement en déclin et tout ce qui s'ensuit. Non, 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 du tout. Mais on va Et passer on peut passer sur cette première partie. En tout cas, pourquoi? ouais, Pour moi, il y a plus que de battre un gars où t'es ultra favori. Il y avait donc déjà beaucoup d'intrigues. Est-ce qu'il va arriver à un très bon niveau? Et puis énormément de tension. Et sur cette première minute, donc la toute première minute, les deux arrivent comme ça. Il y a un round d'observation. Il y a un vrai affrontement qui se passe. Alors pour le néophyte, il va pas le voir, mais il y a un affrontement qui se passe sur trois secteurs. La gestion de l'espace. Si vous regardez cette première minute, ils restent tous les deux quasi dans le centre. Quasi personne ne gratte d'espace. Il y a le hand fighting. Chacun va chercher à contrôler la main. Et comment on appelle ça, foot dominance. ouais, la Et recherche du pied dominant, donc le pied avant sur l'extérieur du pied avant de l'adversaire. voilà. Et puis il y a cette gestion de la pression qui est là, qui est une tension et tout, qui demande, enfin voilà, tu sais que ça joue sur des détails, que ça joue, que tu joues avec le feu, que la moindre erreur, elle peut te coûter cher. Et donc on a quand même deux combattants qui s'affrontent, un petit peu par énergie comme ça, tu sens cette tension, et que c'est sur du détail, c'est sur du placement, etc. Et, euh, et c'est cette première minute-là. Donc déjà, c'est pas genre, il arrive, il est un peu stressé, il envoie une patate qui sert à rien, ou un low kick, ou tu vois, il se fait mettre au sol. Non, il y a déjà un combattant qui est capable, malgré la pression, de pouvoir bosser pendant cette première minute, enfin voilà, et de pas faire d'erreur déjà dans cette première minute-là, tu vois, parce que il faut savoir un petit peu imposer. Donc pour moi, Ouais, ça hier c'est en off, tu me parlais de il y avait une intensité ouais, dans le ouais, cette combat, intensité-là pas une intensité genre ça se rentre dedans, pas une intensité de de technique, une panique, tu intensité vois. de ouais c'est ça, de ressenti émotionnel Ouais. qu'on pouvait ressentir toi au travers de l'écran et moi juste en dehors de la cage. Ouais, et je l'ai regardé à nouveau, et tu as vraiment ce combat-là qui se fait sur trois secteurs, où il n'y en a pas un seul qui lâche, ni le hand fighting, ni le foot dominance, ni le centre de la cage. Mhm. Le premier qui foire, parce que il faut quand même voir un petit peu les trucs, qui foire entre guillemets, t'as un premier échange, donc un bras arrière, si je dis pas de bêtises, où il perd un petit peu, pas son équilibre, mais voilà. Et puis après, t'as un premier combo de Danny Roberts, avec un shift et un high kick. Tu vois le premier Ouais. combo où tu as vraiment Patrick qui désengage complètement. Et là, par contre, il perd un petit peu le fil et il se retrouve derrière. Et là, il fixe un petit peu comme s'il était prêt à chercher un coup dur. Mais par contre, il oublie un petit peu tout. Le positionnement dans la L'espace, ouais. cage. Mhm. Et il se bloque comme ça, comme s'il cherchait un coup dur. Là, pour moi, il y a une erreur de placement, une erreur de gestion. Et c'est à ce moment-là où il se fait mettre dos à la cage en lutte. Tu Ouais. vois un petit peu. Là, ça fait à peine 2 minutes de combat, tu vois, hein. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, Et ça nous donne on quand est même dans pas. ces alentours-là, le shoot, enfin la tentative d'amener au sol et le moment où ça va à la cage, il restait 3 minutes dans le round. Il restait 3 minutes. Donc déjà, on a quand même pas mal d'éléments intéressants sur la gestion du combat. Il y a eu une petite perte enfin une petite perte de concentration de la part de Patrick, et il se fait mettre à la cage. Il défend relativement bien. Après, voilà, de l'autre côté, pour moi, il y a zéro schéma offensif de la part de Danny Roberts, donc il n'y avait pas réellement. C'est pas comme s'il avait dû. T'as vu quelque Ouais. chose, toi, Non, un schéma? justement, j'étais en train de dire, il y Moi, avait pas de chaining. il y avait zéro On chaining, voit une zéro. entrée et puis il semble un peu perdu sur, ok, quelles sont mes options maintenant que j'ai Voilà, un voilà. genre de single. Donc bon, voilà, à ce niveau-là, t'es là, tu fais, attends, quand même, t'as pas de schéma offensif pour mettre au sol, c'est un peu gênant, tu vois. Bref, il sort. Il réussit à sortir de la situation. Il y a eu quelques warnings, hein, d'ailleurs, de la part de l'arbitre, hein, qui disait d'action parce qu'il n'y avait rien, Attractif, il se ouais. passait rien, pas de schéma offensif. Il sort, et là, il reprend le rythme, Patrick, il se remet au centre, même situation, et là, ça repart un petit peu comme au début. Ouais. Donc très très bien. Il commence pour moi à prendre, si vous regardez sur les dernières images, je pense qu'il commence un petit peu à mettre sous pression, et il commence à prendre un peu plus le centre, si je dis pas de Ouais, bêtises.
Bon, alors, quand tu commentes, tu vois, t'es pas super attentif à tous ces éléments-là, mais le début de combat, il y avait peu d'action, mais il y avait voilà Danny Roberts qui commençait à se diriger vers je prends les minutes et du coup si ça va, enfin si les 2 dernières minutes restent comme les 3 premières minutes, le 19 allait à l'avantage de Danny Roberts, très léger. Quand ça s'est séparé après le clinch à la cage, j'étais en train de me dire bah là Patrick il est en train de reprendre l'ascendant. Ah Il oui, était en oui, train de dépasser. Tu vois donc il y a tout ce qui se passe avant la séquence à la cage plus la séquence à la cage, on se dirige vers un 19 pour Roberts. Juste avant le chaos, j'étais en train de pencher déjà 19 oui. Ouais, pour Patrick parce qu'il était en train de reprendre, comme tu dis, il regérait le combat. Mm. C'est lui qui envoyait. Alors, encore une fois, il n'y a pas beaucoup, mais comme il y a eu peu d'action, le peu que Patrick a fait entre la fin de la séquence à la cage et le chaos, ça lui permettait de revenir à Ah, égalité, quoi. Ouais. j'avoue que j'avais C'était ma pas. lecture. Ouais, ouais, j'étais pas trop, ouais. Et mais en tout cas, tu le vois. Et là, il envoie son. Alors, je sais plus exactement, mais je pense qu'il envoie un crochet avant direct. Il ressort parce que t'as un check hook qui arrive sur le troisième coup. Il commence à faire du in and out, du jab, rentrer, pap pap. Et à chaque fois, il y a du check hook et le gars, il a un temps de retard. Il part sur son classique 2 au corps, puis 2 à la tête. Bon, ça, c'était un peu téléphoné. Et alors, ce qui est pas téléphoné, c'est juste après, bah, ce high kick. Sorti de nulle part. Sorti de nulle part. Et alors, ce qui est un peu fou, c'est qu'il n'y avait pas réellement de, il y avait rien qui donnait le chemin pour dire, tiens, vas-y, on voit un high kick, tu vois. Si vous regardez, euh, il feinte pas un direct. En face, Danny Roberts, il a une garde quand même relativement haute. Alors bon, la caméra, elle vient de côté, donc toi, tu vois la garde relativement haute. Je pense qu'il a vu que sa garde était haute, mais qu'elle était relativement serrée, tu vois. Et donc sur Mhm. une garde serrée, tu sais qu'avec une jambe, tu peux arracher la garde. Donc je pense qu'il a vu cette ouverture-là, et voilà, et ça a payé directement. En tout cas, moi, dès que ça a décroché, dès qu'il a repris son centre et qu'il est revenu sur la dynamique, moi, j'étais avec des amis, j'ai dit, ouais, c'est bon, le combat, il va être pour lui. Pour C'était, avoir, pour pour moi, donner un peu c'était pris. pour donner un peu de lumière au chaos, j'ai échangé avec le coach de Patrick juste après le combat, Ouais. avec Tarek, qui disait que dans leur analyse, ils avaient repéré que Danny Roberts avait l'épaule arrière, son épaule gauche, qui était plus vers l'avant que les combattants classiques. Un combattant classique va avoir une petite inclinaison et l'épaule avant sera plus vers l'avant, l'épaule arrière plus vers Ouais, bien l'arrière. sûr. Et donc En tant- automatiquement, quand tu es en protection inconsciente, automatique, ton bras est vraiment sur le côté. Le fait que ton épaule arrière soit un peu plus vers l'avant, ça ouvre un tout petit peu plus sur le côté les larges crochets et notamment les high kicks. Et donc c'est quelque chose qu'ils avaient étudié, qu'ils avaient préparé à l'entraînement. Ils s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit l'élément qui allait finir le combat, mais ça faisait partie. C'est pas quelque chose que Patrick a improvisé. C'est vraiment quelque chose qu'ils avaient préparé en se disant il y a potentiellement une ouverture sur ce high kick. Sur un high kick avec une épaule avant, pour moi, c'est pas trop un indicateur d'ouverture, tu vois. Sur un crochet, je peux l'entendre. Sur un high kick, effectivement, effectivement, il a l'épaule avant, Il m'a donné la comparaison de Poirier contre Gaethje. Tu vois, ça, le genre de high kick qui peut être bloqué, mais qui va quand même passer. Ah ouais, bah écoute, pour moi, tu es ici comme ça et tu viens dans la garde. Mais quand Ouais, tu c'est as ça. une épaule avant, t'as intérêt à avoir une bonne souplesse pour passer au-dessus, hein. Ouais, bah c'est Souvent, ça par le but. exemple, en taekwondo, quand l'adversaire va envoyer, par exemple, cette frappe-là et qu'il met son épaule arrière, c'est là où c'est ouvert pour mettre le high kick. Ouais. T'envoies pas un high kick avec l'épaule qui est devant, tu vois. En Sauf si t'es taekwondo, sûr de passer au-dessus. ouais, mais alors tu dois vraiment, tu sais, monter, descendre, hein. En tout cas, pour le taekwondo, c'est plutôt dès que l'épaule du partenaire passe derrière, que c'est là où t'as C'est une l'ouverture. meilleure ouverture. C'est encore une meilleure Pour ouverture, moi, bah, clairement. en tout cas, Ouais. oui, hein. Quand l'épaule passe devant, bah, elle couvre normalement ton menton, tu vois. Avant que tu passes au-dessus. Mais en tout cas, je pense que pour en revenir sur l'entièreté, il y a quand même beaucoup d'éléments et surtout beaucoup d'éléments qui sont très très positifs pour la suite de sa carrière, très positifs et notamment sur, voilà, je vous ai dit un petit peu tous les éléments. Je trouve ça vraiment vraiment très très bien. Et au-delà du high kick, parce qu'on pourrait se poser la question, ouais, mais si le high kick n'était pas passé, blabli, certains vont peut-être dire, ouais, le high kick c'est un coup de peau, n'importe quoi. Dans tous les cas, tu l'as dit à partir du moment où il a décroché et qu'il s'est remis dedans, pour toi, tu voyais le round aller vers lui. Pour moi, je voyais le combat clairement aller vers lui. Pour moi, il venait de tuer un des chemins de lutte. Il avait repris son centre, il avait repris le rythme, il avait déjà fait des in and out où il avait son timing. Parce qu'un de ses gros points forts de Danny Roberts, c'est les contres et notamment son check hook et tout. Il avait déjà
pris le timing et pour moi le combat, c'était sûr qu'il allait l'avoir. Ouais, c'est ça. L'écart allait se créer au fil Ah du combat, a priori. ouais. Donc, et un truc qu'on doit souligner, voilà, c'était son 7e combat professionnel à Patrick. Style mature, hein. C'est une performance mature pour quelqu'un qui fait son 7e combat professionnel en termes de gestion de combat, de garder son calme, etc. Et ça fait une bonne transition parce que il a très bien gardé son calme pendant le combat. Il y a plusieurs éléments que j'ai bien aimés à son interview d'après combat et plusieurs éléments que j'ai moins bien aimés. Alors un truc que j'ai bien aimé, c'est en gros voilà, toutes ses émotions sont parties. Il a dû s'asseoir. Il s'est assis pour l'interview au début en tout cas. Et je trouvais ça beau. Voilà, donc il l'a dit au micro. Il était super stressé pour le combat. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose qui m'a fait sourire. Mais tu voyais vraiment que Dan Hardy voulait des réponses en anglais. Et je pense que voilà, les émotions de Patrick étaient tellement hautes et après une victoire comme ça doit être all over the place. Il répondait chaque fois en français. Et tu voyais Dan Hardy qui dit tu peux traduire et puis il traduisait une demi-phrase et puis il repartait en français. Et je trouvais ça marrant parce que voilà, Dan Hardy, je pense que de son expérience, il dit ok, maintenant il faut qu'on ait un call-out, enfin pas un call-out, mais il faut qu'on ait une phrase en anglais pour pouvoir réutiliser ça pour la suite de la carrière de Patrick. Et tu voyais vraiment, je pense que Dan Hardy a dû demander 3 fois à ce qu'il réponde en anglais et puis il repartait chaque fois en français. Je trouvais ça assez drôle. Mais il a quand même cité une phrase assez intéressante, c'est lightweight division, knock knock, I'm here, ou quelque chose comme ça. Mais donc en gros, il va retourner chez les lightweights. C'était juste un détour chez les welterweights pour avoir cette opportunité contre Danny Roberts. Cool. Moi, j'ai vu une légère petite interview avant de. Je pense qu'il l'a fait après un peu en backstage. Je crois que c'était sur Karate Bushido que j'ai vu ça, vraiment très court et qui m'a vraiment très intéressé sur la suite de sa carrière. C'est que il expliquait, voilà, un petit peu tout ce qu'on a dit, que pour lui c'était un gros challenge, que au-delà d'avoir un UFC vétéran avec un bon record, 7-7 et avec beaucoup d'expérience, dans la caté du dessus, il a eu quelques blessures. Moi, je sais que, en tout cas, mes proches, ceux qui sont club savent, j'avais l'impression que c'était un combat qui était un petit peu trop tôt pour sa carrière, un petit peu trop s'il le passait UFC ready, tu vois. Ouais. Et en lien avec les interviews qu'il a eu, Patrick, où il disait qu'il se sentait pas encore prêt, qu'il avait besoin encore de temps et qu'il aimerait rejoindre l'UFC quand il aurait un bon niveau. Je trouve ça un peu étonnant de le mettre directement sur aussitôt face à un gars comme ça en main event et tout. Et c'est vrai que le combat d'avant qu'il avait contre Nicolas Di Franco, je trouvais que contre Sébastien, je trouvais que c'était un peu plus. Non, c'est Nicolas. C'est contre Nicolas que c'était prévu. Ah oui. Ouais, c'était prévu contre Nicolas. Ok, je trouvais ça plus judicieux et là j'étais vraiment étonné du choix de management. Et par contre dans l'interview il a dit un truc que j'ai trouvé très intéressant et que j'avais pas vu, c'est un combat qui m'a fait du bien. En gros, hein, je sais plus exactement les termes. C'est un combat qui m'a fait du bien. Je pense que j'ai tendance à me sous-évaluer et que ce combat, mon coach avait confiance et savait que j'étais capable de le battre. Tu vois. Et entre ce qu'il a pu dire en interview où il pense qu'il n'est pas encore prêt et ce que voit son coach à l'entraînement où il en est, ça j'ai trouvé intéressant dans le sens où ce combat-là montre à quel point il est bon, il est déjà prêt pour du très haut niveau, tu vois. Ouais, et en fait je pense que le juste milieu entre les deux visions, ça peut donner finalement un bon management. Parce que lui, il va peut-être vouloir prendre un tout petit peu plus de temps. Son entourage va peut-être vouloir le tirer un peu trop vite, lui un peu trop lentement. Et en fait, le juste milieu sera peut-être l'évolution judicieuse. On verra. Il y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Ouais, mais voilà. Au final, ici, ça pouvait paraître une grosse marge entre Safta et Danny Roberts. Et il s'est avéré qu'il était prêt. Pour cette marche-là, il était prêt. Oui. Voilà. Oui, clairement. Et donc, en tout cas, moi, sur la petite interview, je trouvais ça super intéressant et d'avoir vraiment aussi cet aspect-là, d'avoir quelqu'un qui dise, ouais, ce combat-là, j'en avais aussi besoin. C'est bien, comme ça, je peux aussi me rendre compte à quel point, où est-ce que j'en suis dans ma carrière. Donc voilà. La meilleure comparaison avec ça, c'est Thomas Pinal. Hein. Thomas Pinal, en début de carrière UFC, il était là, il voulait jamais faire un step-up. C'était non, je prends celui qui est juste devant moi au classement. Ah non, maintenant je prends celui qui est juste devant moi au classement. Et au final, l'UFC l'a poussé un peu à prendre Volkov aussi en main event à l'UFC Londres il y a 2 ans, 3 ans. Il se sentait pas prêt et il lui a relié dessus. Et je pense que ça lui a donné la confiance en lui qui lui manquait pour vraiment performer à très haut niveau. Et je me rappelle m'être fait de la réflexion à chaque interview de Thomas Pinal. On lui demandait s'il voulait voir plus haut et tout. Il dit non, je vais regarder le classement et celui qui sera juste devant moi, c'est le nom que je veux affronter. Et il l'a fait sur ses 4-5 premiers combats UFC.
Et puis voilà, il a eu son step-up contre Volkov, il l'a soumis au premier round, ça lui donnait la confiance dont il avait besoin pour, je pense, complètement exprimer ses capacités dans la cage et l'histoire est en train de s'écrire, en tout cas pour Thomas Spinal. On va continuer de manière peut-être un peu décousue. Je pense que toi comme moi, on a très envie de parler d'Ibrahim Ibrahimov. Quel monstre! 21 ans, 10-0, il a déjà ce niveau, c'est absolument exceptionnel. Tu m'as dit hier en off, si tu étais le PFL, tu mettrais tous les projecteurs sur lui parce que c'est une future star du MMA. Non, j'ai pas dit ça. T'étais fatigué, mon gars. Non, t'as pas dit ça. J'ai dit ça. Ibrahim Ibrahimov. Hein. Oui, bien sûr, mais je me rappelle pas avoir dit. Mais oui, non, c'est pour moi c'était le. Enfin voilà, s'il y a un seul combattant qu'il fallait regarder et ouais, c'est ouais clairement lui. C'est clairement lui. Moi c'était non, j'ai dit que je mettais ouais, je prenais des notes et tout. Il est impressionnant. Ça tu as dit aussi. Voilà, c'est surtout ça. Après le PFL, voilà, peu importe qui mette, mais franchement c'était pour moi le meilleur combattant en termes de tout quoi, de la soirée. Et pour moi c'était ouais, clairement incroyable. Je pense que ouais, surtout en fait, hein, c'est le niveau, les compétences, la stratégie, l'approche de combat, la gestion, le fait de prendre aucun risque. Et moi, je l'avais dit aux commentaires et je le répète ici, il y a un peu ce croisement entre. Donc, il a commencé la Gréco à 6-7 ans, il a commencé le MMA à 14 ans, là il a 21 ans, il a 10-0. Dans son processus d'apprentissage, il est passé par la team Khabib. Donc il y a un peu ce côté lutteur-grappleur de très haute qualité. Et là, il est sur une deuxième phase d'apprentissage à la Manchester Top Team. Et toi comme moi, on parle souvent de ce MMA anglais qui est vraiment la patte du MMA anglais. Elle est très présente à la Manchester Top Team. Donc c'est vraiment ce côté complet, stratège, très technique. Tous les détails techniques qui sont qui passent au peigne fin. Et donc, ça rend un profil très intéressant. Et en plus de ça, c'est l'équipe Khabib, mais vraiment de l'époque Ousmane, Oumar, avec les kicks un peu taekwondo et tout. Donc, c'est vraiment, j'ai pas peur que quelqu'un me rentre dedans pour lutter parce que c'est ma force. Et au kicking range, je suis très dangereux. Et il commence en plus à améliorer son anglais aussi. Donc, t'es à l'abri de nulle part contre ce genre de profil. Ah ouais. Non, c'est et clair. En plus d'être dangereux, il est bon pour prendre les rounds et gagner les décisions. Donc, ça devient ultra énigmatique de se dire comment est-ce que je peux battre un profil comme celui-ci. Ah ouais, non. T'as vu sa défense de takedown à un moment? T'as son adversaire Mathis qui rentre dans les jambes, qui est sur un double leg, mais qui semble complètement. Tu te dis, bah, c'est bon, il va le mettre au sol. Et non, c'est même pas qu'il va. Il utilise, genre, je sais pas moi, un chest wrap, ou il va chercher le pied et tout. Non, il réussit à se proler dessus, à prendre le dos. C'est quand bien même tu penses que tu es presque à le mettre au sol, eh bien non, il te sprawl encore dessus. C'est pour moi un combattant qui alors tu vois sur les spots et les projecteurs, je sais pas si tout le monde le grand public est prêt pour ce genre de combattant parce que c'est des tout petits détails, c'est des placements, c'est des comme tu l'as dit, alors c'est pas prendre de risques. Pour moi, c'est plutôt qu'il n'y a pas d'espace qui fait que il y a pas d'ouverture contre lui. Il n'y a pas d'ouverture, mais il travaille, il avance, il prend ses positions. Il n'y a pas d'ouverture. Dès que t'as un truc, il le ferme ou il l'exploite. Donc c'est pour ça, le grand public, je pense que va toujours préférer peut-être un autre personnage, un autre style. Mais alors en tant que fan d'arts martiaux, de sport de combat, en tant que coach, en tant que combattant, tu dois. Enfin, il n'y a pas un monde où tu te dis ce mec-là, ouais, vite fait, je vais regarder ses combats. Non, tu prends des notes, quoi. Enfin, il est impressionnant, il est vraiment impressionnant. Et comme tu l'as dit, pour ses futurs adversaires, je sais pas comment ils vont faire, clairement. C'est au-dessus, tu vois, dans les prodiges, genre les comment il s'appelle celui qui s'est fait cut de l'UFC là, qui était double champion Mokaev. du monde. Voilà, Mokaev. Mokaev, c'est un peu, on en a beaucoup parlé. C'est 2 fois champion du monde. Et ben pour moi, ça a rien à voir. Entre Ibrahim et Ibrahimov, c'est les deux gars, c'est pas le même niveau. Ok, il est très bon, mais il y a des choses qui des fois sont voilà pas terribles. Ouais, le mot que j'ai le plus utilisé, je te l'avais dit, le mot que j'ai le plus utilisé au cours de la soirée du PFL, c'est précipitation. Il y a beaucoup d'athlètes qui se précipitent. Oui. Et Ibrahimov, vraiment, il y a aucune précipitation parce que tout est mesuré. Il y a, comme tu dis, il y a aucun déchet. Tout ce qu'il fait a une vraie raison derrière. C'est
tous les choix qu'il a fait pendant le combat, c'est les choix judicieux, le choix optimal, le meilleur choix à faire. Et en plus de ça, il a la compétence pour perfectionner chaque mouvement qu'il entreprend dans la cage. Au cours de la soirée, il y a eu pas mal de pertes de position à cause de la précipitation. Et comme tu le dis, Mokaev, il est très, 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 très bon en termes de compétences. C'est extraordinaire. Mais il y a peut-être cette volonté d'être un peu divertissant qui rend des moments précipités dans la cage. Alors peut-être à ses débuts UFC, son coup de genou sauté, bah clairement c'est magnifique et ça passe. Mais voilà, il y a des pertes de position, il y a des moments où il se retrouve dans des positions où il doit aller défendre au mental. Hein. Il a failli se faire péter le genou dans un de ses combats. C'est le genre de truc, on a du mal à voir Ibragimov se faire surprendre par ce genre de choses. Matisse tente d'ailleurs d'attaquer les jambes à la fin du premier round. Il sort direct. Hein. Alors oui, il perd sa monte. C'est le seul moment où il perd vraiment une position qui est très intéressante, mais ça n'a aucun impact sur le combat. Quoi. Il est attaqué, il tourne, tu vois, quand il se retourne comme ça, t'as l'impression, tu vois, je sais pas, tu te tournes vite comme ça, tu vois, t'es affûté. Non, il tourne genre normal. Il fait son petit tour et il se replace comme s'il était pas en train de combattre, quoi. Le mec, tu vois, pour moi, c'est, wow, le gars, il sait que de toute façon, même s'il tourne normal, il aura pas le temps de pouvoir rentrer dans ses jambes. Exploiter ça. Ouais. Il pourra pas exploiter ça. C'est ce genre de détail qui fait qu'à un moment, tu te dis, wow, ce gars-là, il est déjà à un niveau qui est beaucoup plus avancé. Il est pas en train de rusher, il est pas en train de se précipiter. Il enlève pas sa jambe en utilisant trop de force. Il sait que voilà, t'inquiète, le temps que tu te redresses vers moi, j'ai tout le temps de faire mon petit tour et de me repositionner. C'est des détails comme ça qui font que, ouais, c'est impressionnant. Par contre, si on revient sur les projecteurs, je pense qu'un Mokaev est beaucoup plus vendeur. Comme tu l'as dit, peut-être plus généreux, plus crispant, plus voilà, dans la vie de tous les jours, plus je sais pas, enfin voilà, il va créer plus d'engouement autour de sa personnalité. Il va créer plus d'engouement et donc forcément oui, je vais peut-être plus facilement vouloir suivre un Mokaev sa carrière. Et Ibragimov, il a pas intérêt à se blesser ou à diminuer de niveau. Je vais pas m'intéresser à lui après, tu vois. C'est ça le truc, c'est que là, c'est moins polarisant, mais voilà. je pense que ce que tu voulais dire quand tu disais il faut mettre la lumière sur lui, c'est plus il faut miser sur lui. Ah oui. Le PFL a entre ses mains une vraie pépite qui pourrait devenir un numéro 1 mondial tout simplement. Moi, je croise les doigts pour qu'il mette pas trop la lumière et qu'il aille à l'UFC par contre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. S'il est pas trop vendeur, le PFL va peut-être se dire, en fait, qu'il parte, qu'il reste, ça change pas grand chose, et du coup, il irait à l'UFC, il nous ferait plaisir là-bas, quoi. Ah ouais, c'est vraiment le genre de profil que je veux voir à l'UFC. Je pense qu'à un moment donné, ça va être difficile de le booker, comme Ditcheva, etc. C'est des gars, franchement, PFL, il va falloir qu'ils acceptent à un moment qu'ils seront numéro 2, et nous, on doit pousser pour que... Ouais, c'est ça, et qu'on se retrouve pas dans. D'ailleurs, c'est un des recours collectifs contre l'UFC, c'est celui de Phil Davis. Il dit que quand t'es top 10 mondial et que tu sors de l'UFC et que tu vas combattre ailleurs, en fait, t'as aucune opportunité parce que l'UFC a tout. Et donc, si tu retournes l'équation de l'autre côté, effectivement, le PFL on peut avoir cette ouverture d'esprit en se disant, ok, si on se positionne plutôt comme le meilleur tremplin possible et imaginable vers le top 5 ou le top 10 mondial, voilà, toutes nos pépites, à un moment. Par respect pour elles et pas par business, tu vois, parce que d'un point de vue business, t'as envie de les garder. Mais d'un point de vue humain, tu dis, ok, c'est clair qu'on n'a pas les meilleures opportunités ici, on les laisse partir, quitte à faire un deal avec l'UFC où l'UFC doit payer comme au foot, tu vois, tu payes pour pouvoir récupérer, pour pouvoir faire sortir du contrat, en fait. T'as un contrat, mais il y a une clause de sortie avec un montant. Et là, l'UFC va devoir de l'argent au PFL pour recruter les plus grosses stars, quoi, les Dakota Ditcheva, potentiellement Ibragimov plus tard et Paul Hughes, etc. Patrick Abiroa aussi, hein. Moi, ça fait partie de l'inquiétude. Bien sûr. J'y pensais hier, j'ai puré, ça se trouve, il va rester au PFL, il va devenir superstar, etc., bien faire. Mais il a un potentiel... Voilà, il a un gros potentiel pour il a toujours eu l'objectif UFC. Maintenant, on sait que ça peut bouger en cours de route, mais encore dans ses dernières interviews, il parle de l'UFC. Donc, on espère qu'il y a une négociation en termes de clause de contrat où il a cette porte de sortie. Pour ce combat, on va quand même parler un tout petit peu de Mathys Duragan, parce que le pire, c'est que Ibragimov fait ça, mais pas n'importe qui. Et j'ai vu qu'il y avait une petite vague de haine envers Mathys, et je trouve ça complètement injustifié. Donc, Mathys, si tu écoutes ceci, sache qu'on respecte le courage que tu as eu. Il y a très peu de combattants qui ont voulu affronter Ibragimov. Et moi, j'ai que du respect pour les combattants qui veulent se challenger. Moi, je supporte ça. Tu vois, t'es là aussi pour te tester face aux meilleurs. Et je pense que dans ce combat, il peut sortir déjà la tête haute.
Et il y a un peu ce truc de, ok, maintenant il est conscient du gap qu'il y a entre son niveau actuel et le top niveau du PFL slash même mondial, quoi. Et Ouais, c'est un bah bon oui, clairement. apprentissage. T'es à 4-0, tu perds ce combat, il y a aucune honte à perdre ce combat contre un adversaire de cette envergure. Mm. Il va jusqu'au bout et il y a plein de leçons à tirer. Et au moins, tu sens ce que c'est. Tu sens ce que c'est d'être face à quelqu'un de très, très, très solide. C'est clair que de toute façon, vis-à-vis des fans, c'est toujours soit tu perds, quoi. T'affrontes des gars qui ont des palmarès éclatés, on va dire, ah, il a affronté que des chèvres. Tu veux te challenger, tu vas affronter le numéro 1 de la KT, tu perds. Ah, bah regardez, il vient de perdre, etc. Voilà, il cherche toujours le combat légendaire qui va tout gagner, et, voilà, surhumain et tout. Et c'est vraiment dommage parce que c'est ces mêmes personnes qui poussent après des combattants à pas prendre de risques, à pas être généreux, à pas accepter des combats parce que t'as peur d'être jugé en retour. Donc ouais, bon après voilà, on les connaît, hein, ce genre de personnes. On sait qu'il y a aussi le des personnes très néfastes pour le MAFR qui ont bien poussé sur cette vague de haine et ça aussi bon bah voilà. Donc oui, tu as tout notre soutien, Mathis, toute la team, toute sa team aussi et voilà. Ouais, moi j'avais vraiment l'impression en plus qu'il était venu bien préparé parce que au début de Ouais. combat, je me dis tiens, il travaille le two on one, il empêche Ibrahimov de le Mmh. ceinturer. Donc il y avait des systèmes qui étaient en place, attaquer les jambes, c'est aussi une théorie qu'on a contre le style d'Aguesanais. Donc je pense qu'ils sont venus avec les bonnes théories, les bonnes actions, c'est juste que le mec Mmh. est juste trop fort, quoi. C'est pas Ah que lui ouais, qui a bah été bien mauvais, c'est sûr. juste que l'autre est trop, trop fort. Donc comme tu Ok, as je pense, dit, c'est une bonne leçon sur le gap et je suis persuadé que ça va le faire encore plus progresser et puis bah voilà quoi. alors, je crois qu'on doit faire un détour maintenant par le highlight de la soirée, peut-être le highlight de l'année, ce coup de coude retourné d'Oliveira. J'avais un angle de dingue pour le voir en live. J'ai eu des frissons. J'ai vraiment eu des frissons quand il s'est produit. Ça faisait longtemps que j'avais plus des frissons pour le MMA. Je crois que la dernière fois, en fait, c'était pour Gaethje contre Holloway. Et en plus de ça, le style d'Oliveira est cool. Il envoie peu, mais il envoie fort. Il y a peu de déchets. Il est précis. Tu as apprécié aussi et tu me disais avoir regardé d'anciens combats. Donc, c'est pas un côté unique dans son jeu, ce qu'on a vu ce week-end. C'est vraiment comme ça qu'il combat. Et c'est cool qu'il ait un peu la lumière du PFL maintenant parce que j'ai envie de voir la suite pour lui. Il est en demi-finale, là, j'ai trop envie de voir sa demi-finale. Bah écoute, ouais, Gustavo Oliveira. Donc moi j'avais regardé son Instagram au tout début quand la sélection du tournoi avait été faite et c'était voilà, il a fait des combats karaté combat, de kick et tout, et puis bah, vraiment striker. Et sur son Instagram, c'est un gars qui partage ses sparring, très créatif, très très bien. Mais j'avais besoin, mais entre-temps, j'ai oublié, tu vois, j'ai oublié qui c'était. Puis quand le combat a démarré, je dis putain, mais le mec, genre, il est là, comme s'il était à l'entraînement, il en a rien à faire, il fait des retournées, des trucs. Ah, impressionnant. Et puis bah, quand il a mis son coup de coude retourné, je dis mais attends, mais ce mec-là, il sort d'où quoi, tu vois. Et je suis retombé sur son Instagram, je me suis rappelé que j'avais vu que j'avais été impressionné. Ouais, ouais. Franchement, c'est excellent striker, très créatif, très à l'aise dans la cage. Et puis bah, un striker qui fait du MMA, tu vois. Donc à voir quand il va être testé face à des lutteurs grappleurs. Ça, je sais pas du tout comment ça se passe. Mais impressionnant, très très impressionnant. Mm. Ouais, et puis il y a le petit côté showman dans la cage où il va, je sais pas, il faisait des trucs Ouais. où il recharge son bras, même le KO, l'attitude sur le KO, il met son KO, après il vient remonter son short, là, tranquille, walk of KO. Enfin, il y a une petite aura, je trouve, autour de ce combattant. Donc j'ai très hâte de voir la suite. Je propose qu'on se concentre un peu sur on va revenir sur le reste du tournoi après. Là, j'ai Mm. envie d'enchaîner un peu sur les autres Belges parce qu'ils méritent vraiment, tout simplement. Donc on a Boris Marga, expéditif, 6-0, 6 finishes, 5 au premier round. Il va de catégorie de poids en catégorie de poids. Je pense qu'à un moment, il va devoir se dire, OK, maintenant, je fonce dans celle-là. Mais il y a du gros potentiel, hein. Ah oui, il y a du gros potentiel. Bah, l'histoire de ce combat-là, c'est quand même enfin voilà, c'est quand même l'écart, les cotes de Paris, etc. Pour moi, c'est Tu m'as montré les 1.01. cotes, Non, moins 5000, et je t'ai dit, j'ai jamais vu ça de ma vie, moins ouais, 5000. non, -5. Boris, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et tout, vraiment super gentil. Par contre, voilà, je pense qu'il devrait déjà être à l'UFC. Personnellement, hein. Je pense que c'est un gars qui doit pas faire les Dana White Contenders.
Je pense qu'il n'y a plus besoin de prouver son niveau. Et si c'est compliqué de trouver un adversaire, il faut l'envoyer au Dana White Contenders. Il est dans 2 KT où c'est pas non plus des tueurs à gages, où il n'y a pas énormément de concurrence. Je suis persuadé qu'il peut se construire à l'UFC. Il a tout. L'UFC va le faire monter progressivement. Mais pour moi, oui, c'était pas un combat qui m'a... Voilà. Oui, c'est un peu couru d'avance, mais il confirme. Il confirme. Et Il confirme, alors, oui, mais les il a bruits confirmé. Enfin, tu sais, il est à 15 victoires d'affilée, non? Il a combien, là? Ouais, avec les amateurs, ouais. Avec les amateurs, il est invaincu là-bas aussi. Ouais. Ouais, donc on est à 6, je sais même pas combien il est. Donc 8 plus 6, 14. 14 victoires d'affilée. Donc c'est bon, ça fait un temps qu'il a confirmé. Écoute, moi, je te rejoins. Pour moi, il a tout pour déjà aller performer à l'UFC. Il y a juste deux. Ouais, Attends, Boris. Boris, Tarek, Dana White Contenders, vous signez, vous l'envoyez, mais un KO, il signe. Et puis c'est parti. Ok. Pour moi, voilà, c'est bon, on arrête. PFL, non, c'est bon. T'as le niveau, va taper les gars du lightweight, là, tu montes, hop, s'il te plaît, quoi. On arrête, c'est bon, Bon, on voilà. a terminé. Allez, on suit les conseils de Brian, c'est bon, on passe au sujet suivant. Le sujet suivant, c'était l'opposition belgo-belge. Hein. On était tous très excités, enfin tous les Belges en tout cas, on était très excités par cette opposition. Gaetano Pirello contre Salvatore Liga. Moi, je t'avoue que j'ai kiffé le combat. On parlait d'intensité pendant le combat de Patrick, et je trouve que là aussi, il y avait un genre d'intensité, rivalité belgo-belge et tout, et j'aime beaucoup ça. Donc, on a fait cet épisode la semaine passée sur les combats franco-français sans être français. Et moi, ça me plaît déjà, mais je me dis, si j'étais français, à chaque combat franco-français, j'aurais ces sensations. Franchement, c'était kiffant. Et donc, voilà, j'ai trouvé que Gaetano était percutant. J'ai ressenti que c'était chez les featherweight et que Pirello maintenant doit être chez les featherweight alors que Salvatore ne peut plus aller chez les featherweight. J'ai l'impression que chaque frappe de Pirello, Salvatore était pas capable réellement de les encaisser. Et puis, il finalise Salvatore Liga dans un ninja choke. C'est juste waouh. Ouais, bah écoute, moi c'est un combat que j'attendais beaucoup, hein, clairement. C'est un combat que j'attendais beaucoup. Alors au-delà d'être combat belgo-belge ou italo-italien, ou belgo-italien, parce qu'il y avait ça aussi hein, autour du. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est aussi 2 coachs, hein, de coachs qui ont leur propre équipe. Et je pense qu'il y a en plus une petite concurrence, pas forcément qui est très saine, tu vois, mais aussi une petite concurrence autour de ça entre les teams, etc., tu vois. On l'a vu hein, à la fin sur le geste un petit peu. Ouais, bon, ouais. Bon, ouais, je savais pas si je voulais en parler. On doit en parler. Oui, j'ai pas écoute, compris. je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait une forme de respect entre les deux. Quand je les ai interviewés tous les deux pour DAZN, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de respect. Alors je sais pas si c'est dans le feu de l'action, les émotions, encore une fois, un manque de gestion des émotions, mais je pense pas que pas fan. Non, je pense que voilà, il y a sur le combat, bah, j'étais pas trop étonné. Je m'attendais. En fait, ce que j'espérais, c'est quand même qu'il y ait eu une évolution technique du côté de Salvatore Liga que je n'ai pas vu clairement. Donc moi, je m'attendais. Ce que j'avais prédit, c'est qu'il allait donner un petit peu à fond pendant la première, deuxième minute, puis se cramer. Et ce que j'espérais du côté de Gaetano, c'est qu'il gère un peu ce que je m'attendais aussi, hein, avec son expérience, qu'il gère un peu cette pression, qu'il évite de donner son dos, ce qu'il a plutôt bien fait. Et puis après, on a vu très rapidement la fatigue s'installer et un ninja choke, ouais, bah rien à dire quoi. Il y avait pas trop d'échappatoire. Hein. Donc non, une fois que, très belle victoire sur ce combat-là. Et donc finalement, Movsar Ibragimov entame de combat compliqué, j'ai même envie de dire plutôt décevante. Puis un deuxième round vraiment solide, le Mozart qu'on veut voir, c'est celui qu'on a vu dans le deuxième round. Une Von Flou, de la demi, sans ancrer son gros orteil dans le sol. J'étais obligé de la faire. Il passe à 7-0 avec 7 finishes. Ça annonce du très bon pour la suite, mais il y a un gros truc à faire sur le plan stratégique, je trouve. Oui, clairement. Moi, je t'avais dit hier, hein, pour moi, le deuxième round aurait dû être fait dès le premier. Le premier. Je pense qu'à un moment donné, quand tu affrontes un combattant qui vient de Hollande, qui est vraiment construit sur son striking, fait ça depuis des années, même si tu es un bon striker, faut pas oublier que voilà, Movsar, c'est un combattant complet, qui a une bonne lutte, un bon grappling, qui travaille tous ces domaines-là. Et c'est vrai que de l'autre côté, quand tu vois le niveau au sol et tout, je pense qu'il travaille beaucoup plus son striking. Donc il faut respecter ça. Et je pense qu'il aurait dû le mettre au sol
je pense qu'il aurait pas dû attendre de se rendre compte qu'il pourrait pas concurrencer debout pour pouvoir shooter. Exactement. Et C'est pour moi, ça ça a le truc. été, ouais, t'as parlé de moi, ça a été une petite déception. Je vous avoue que personnellement, je prévoyais une victoire, je vais pas dire facile, mais je voyais Mossard l'emporter, mettre au sol, étrangler Gérard Dofani, parce que pour moi, Gérard Dofani, son sol est pas du tout au point, tu vois. Mhm. Et donc, je m'attendais à une victoire au premier round ou au deuxième, mais avec déjà un premier round où il aurait montré où il allait, tu vois. Ouais. Et je me serais bien, je pense que ça aurait été, ouais, voilà, ce premier round où il a voulu un peu bosser debout, c'était pas une bonne idée. Ouais, surtout que Il est son combat vraiment pas passé. précédent, surtout que son combat précédent qui remontait un mois plus tôt, il y a eu un peu cette alerte debout et donc tu t'attends quand même à ce que la prise de leçon soit là parce que c'est pas sur un mois que tu allais changer tous les problèmes du premier round du combat d'avant. Et donc, ouais, moi aussi, je m'attendais à ce que ce soit en mode, ok, je rentre dans ce combat comme une opposition de style, j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas envie de prouver, je suis là pour gagner, maintenant je suis là pour faire mon ascension. Donc, au final, ça peut être la victoire parfaite, ça peut être le truc, ça te donne du vert sur ton palmarès, et au final, ça te donne une grosse leçon qui va permettre de vraiment Ouais. changer ton approche du MMA et te faire progresser vers tes objectifs. Et je suis sûr et certain que Mozart a aussi les objectifs UFC, et je pense qu'il a tout le potentiel pour y aller, en espérant justement qu'il fasse ces petits ajustements. Pour moi, ce sont des petits ajustements qui auront un gros impact sur la suite de sa carrière. Et quand je dis la suite de sa carrière, c'est la suite immédiate de sa carrière. Ouais, clairement. Oui. Oui, tout à fait. Après, voilà, un bel en lutte et tout. Enfin, moi, pour l'avoir suivi quand il était en amateur, je savais qu'il avait un très très bon niveau de lutte et de grappling. Et je pense que voilà, il doit aussi surprendre. Comment dire ça? Donc il y a eu ce mauvais coup qui s'est pris sur le combat précédent. Après, tu peux mettre ça aussi, voilà, un coup de malchance, le gars un peu plus lourd, tout ce que tu veux. Ouais. Mais Là, tu peux pas dire 3 coups de malchance sur le premier round contre Fanny. ouais, et puis il doit quand même rester imprévisible. Il aurait dû lutter au moment où l'autre s'y attendait pas au moment où normalement quand tu as pris 3 knockdowns, l'adversaire il sait que tu vas vouloir te mettre au sol, tu vas pas en prendre un quatrième, tu vois. Là, c'est un peu tard, quoi. Ouais. Et sur un adversaire qui aura une meilleure défense de lutte, ça va être plus compliqué, hein. Ouais, c'est exactement. C'est pour ça que stratégiquement, je pense qu'il doit faire des ajustements et pour le bonheur de tout le monde, parce que voilà, sa bonne flou, c'était cool, quoi. C'était vraiment cool. Donc, il n'y a pas besoin de toujours mettre KO pour faire plaisir aux fans, hein. Ah, et puis là, cette victoire, cette finish, on sait que ce sera dans les petits papiers de l'UFC assez rapidement aussi. Ouais. Passons à Taylor Lapillus. Ça va nous permettre de toucher un petit mot sur le public belge aussi, hein, parce que c'était un peu une question. C'est le premier gros événement international qui a lieu en Belgique. On avait déjà eu les European Beatdown qui qui vendaient pas mal de places. Maintenant, ici, on avait vraiment le truc à Bruxelles et ça allait nous donner des indications sur le public. Alors, moi, mon analyse du public, c'est que on est comme la France sur le positif comme sur le négatif. Donc, on a un public qui était là très tôt dans la soirée. Dès le troisième combat, je pense que 80% des gens qui avaient pris leur place étaient déjà là, ce qui fait énormément plaisir malgré qu'il y avait 16 combats. Donc c'est une longue soirée. C'est facile d'avoir l'argument en se disant, écoute, je vais arriver pour le 7e, 8e, j'aurai toujours 8-9 combats à kiffer, quoi. Donc ça, j'ai bien apprécié. Malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de Belges en début de carte, que c'était plus sur la fin de la carte. Donc ça, c'était cool. Très bruyant. Donc quand les Belges rentraient et qu'on supportait les Belges, incroyable l'ambiance. Il y a un Ous, qui est un média français qui a fait l'UFC Paris 1 et 2, qui disait que l'entrée de Patrick, c'était une meilleure ambiance que n'importe quoi qu'il avait vu à l'UFC Paris. Donc ça en dit long quand même, hein. Ça en dit très très long. Même l'UFC Paris 1? Ouais, même l'UFC Paris 1. C'est un truc de fou. Alors je suis belge, donc j'ai une préférence sur le War is the Fish, Here is the Fish que sur la Marseillaise. Je trouve ça cool qu'on ait notre propre chant belge. Par contre, sur le négatif, on avait les Tulle et je vais éviter d'enlever notre monétisation sur cette chaîne, mais les Kunluis à Rome. Je fais du verlan là pour essayer. Et ça je peux plus. Je te jure, Brian, je peux plus. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Et alors, on avait aussi ces moments où ça a beaucoup hué pendant le combat de Taylor Lapillus. Alors, j'ai essayé de me faire une raison. Je me dis, voilà, tous ceux qui connaissent pas trop le MMA, ils vont pas spécialement apprécier ce genre de combat. On a eu 14 combats avant, et sur les 14 combats avant, je crois qu'on a eu 11 finishes. Et en plus de ça, la plupart du public était là pour Patrick, qui était le combat d'après. Et donc, je comprends qu'il y ait une hâte et que par conséquent, ça amène à des potentielles frustrations. Moi, personnellement,
Taylor Lapillus contre Ali Taleb, c'est exactement le combat auquel je m'attendais et j'ai vraiment apprécié la maîtrise de Taylor. C'était une masterclass sur la gestion de la distance, sur la gestion de l'espace, sur les déplacements, sur la gestion du risque. Je sais que tout le monde n'est pas capable d'apprécier ça, mais voilà, moi j'ai vraiment apprécié. Je m'attendais peut-être à un peu plus de Ali Taleb, mais justement pour moi Ali Taleb c'est un bon combattant et le fait qu'il ait rien pu faire contre Taylor, ça montre plus la grandiosité dans ce style de Taylor Lapillus que une faiblesse du côté de Ali Taleb. Ouais, bah écoute. N'hésite pas à pas être d'accord, hein, tu vois, si t'es pas, voilà, si t'es pas 100% d'accord, attaque-moi. Je sais pas trop. Je t'avoue que moi, même en étant fan de MMA, c'est pas des combats qui m'intéressent de regarder, tu vois. Je l'ai déjà vu une fois, deux fois, trois fois. Là, non. Oui, il y avait rien de nouveau. Non, il y avait, rien de nouveau, ça je te donc rejoins. bon, Il y a rien de nouveau. Ouais. T'as déjà apprécié certaines performances de Taylor Lapillus. Ici, voilà, c'est la même chose. Ouais. Sur les combats qu'a fait Taylor, non, il y a eu des combats qui m'ont énormément plu, des Marte Pena, etc. Là, non, là ça, non, je t'avoue que je me suis un peu ennuyé, clairement. Le deuxième round, ça frappe. Et puis, bah, ouais, non, ça m'a pas beaucoup plu. Comment je pourrais dire ça? Je pense que, enfin voilà, je comprends. Après, oui, sportif, etc. Mais il y a, en tant que combattant professionnel, tu as effectivement le fait de gagner tes combats, mais le fait aussi de vendre des places, tu vois, de vendre. Si tu mets tous les combattants adoptent ce style-là, tu vends pas de place. Personne. Moi, tu me dis, tu vas avoir 10 combats comme ça, j'y vais pas. Clairement, 100% d'accord. 100% d'accord. Donc, Ce que j'allais ajouter comme argument de mon côté aussi, c'est le fait qu'on ait eu une très belle soirée je vais pas dire en dehors, mais il y a eu tellement de combats qui ont plu à mon côté fan de violence, fan de finish, fan de highlight, ouais, bien sûr. que c'était complémentaire avec la soirée. Effectivement, tu me mets ce combat dans une soirée où il y a beaucoup d'autres décisions un peu faible volume et tout, bah, j'ai plus m'en plaindre. Ici, j'ai kiffé parce que ça. Oui. Ça donne ça un bel éventail de ce qui se fait. Voilà, ça donne un bel éventail de ce qui se fait. Maintenant, je pense que ceux qui, on en parlait tout à l'heure sur les haters, sur les critiques. Je pense que des fois, bah, le fait d'être critiqué dès que tu perds un combat et tout, fait que des fois, bah, t'es pas très généreux sur ton combat et tu sais que le plus important, c'est de gagner, tu vois. Et donc, bah, c'est un peu un retour de bâton. Si, comme au Japon, bah, que tu gagnes, tu perds, ce qui intéresse les combattants, c'est que tu sois un guerrier et que tu t'affrontes n'importe qui. Au Japon, t'as des gars, c'est des superstars, ils sont à... Il y en a un, il a 8 victoires, 14 défaites, tu vois. Et il prend tout le monde, il arrive, il est ultra généreux, tout le monde, ils sont complètement fans de lui, il fait des trucs. Voilà, ça arrive pas en France. T'es à 8-14, tu te fais critiquer tout le temps, tu vois. Donc ça peut pousser à ça. Alors, moi, je peux comprendre qu'à un moment, oui, non, ça va, moi personnellement, ça va pas intéresser. Maintenant, c'est clairement très très belle prestation, très bien fait. Peut-être que dans le truc, ce qui est le plus décevant au final, c'était plutôt Ali Taleb, qui pour moi, bah voilà, y arrivait mal préparé et on sait exactement comment boxe Taylor Lapillus. De l'autre côté, Taylor Lapillus, bah voilà, il est sous pression parce que c'est quand même une personnalité publique. Il perd son combat, ben voilà, hein, t'es parti, tu perds ton combat, t'as pris des risques, tu vois. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est comme ça qu'on dit quand t'as une situation. Voilà. Mais en tout cas, j'entends le truc, j'entends que bah, c'est pas forcément. Moi personnellement, j'ai déjà vu ce combat-là plusieurs fois. J'aurais voulu un petit peu plus, quelques nouveautés. Maintenant, j'entends complètement le fait que bah dans le système dans lequel on est, il faut gagner plutôt que prendre des risques. Et ça, c'est pas de la faute de Taylor, c'est la faute du public, c'est la faute des gens qui critiquent, qui te font comprendre que bah voilà, si tu perds, le plus important c'est le vert et pas comment tu combats, tu vois. Ouais. Je pense que ça a clairement un impact sur la performance de certains combattants et potentiellement de Taylor parce que effectivement le seul truc que j'aurais à reprocher de cette incroyable, je reste sur ma position, pour moi c'est une incroyable performance, c'est que il pouvait faire plus, sans spécialement prendre de risques démesurés. Je trouve qu'il a très bien travaillé avec son jab, très très bien travaillé avec son middle, les genoux anticipatifs qu'il a, je vais pas dire ajouté à son jeu parce que contre Demarte Peña on les avait vus, mais il les avait bien ajoutés contre Cody Stamann, ça nous avait plu à tous les deux, il les a gardés dans son jeu, c'était vraiment sympa. Il y a eu ce truc de fort frustré Ali Taleb
l'absorber avec ses déplacements et Mm. il a absorbé pour réussir à le knock au moment où la frustration s'est transformée en impatience du côté de Ali Taleb. Mm. Et dans le troisième round, en fait, Ali Taleb était perdu parce qu'il dit, dans un combat mesuré, j'arrive pas à le toucher et je me fais toucher. Si j'accélère, il me knock. Et dans le troisième round, en fait, il était tout simplement perdu. Et je trouve ça quand même fort de réussir à te dire, ok, t'as un gars au troisième round, un gars du niveau d'Ali Taleb qui est complètement perdu. Par contre, je vais te rejoindre. Il y a une question que je me posais et je le dis pas parce que tu l'as dit, parce que je l'ai dit aux commentaires de la soirée. J'ai l'impression que Ali Taleb, en observant Taylor Lapillus, il se dit, oh, ça va, je vais juste mettre un peu la pression, casser la distance, rentrer en anglaise et ça va aller. Et je crois qu'il n'a pas eu cette lecture du jeu de à quel point Taylor est fort pour gérer au centimètre près, quoi. Ouais, je Et donc pense. là, il y a un problème de préparation. Avec son Il a allonge aussi, hein. sous-estimé ou il a mal analysé la qualité du jeu de Taylor. Mais après, si tu regardes le combat, il y a eu quand même plusieurs fois. Bon, là, faut quand même que je mette un petit peu noté. Il y a quand même plusieurs fois où Taylor a cherché un petit peu à être un peu plus agressif, à rentrer, à chercher à toucher, tu vois, Ouais. à mettre un peu la marche avant. Euh, il a cherché quand même à finir. Il a pris un bon knock, il a cherché des genoux au corps et tout. Voilà. Mm-mm. Ouais. Mais Mais par contre, il manquait le high kick dans le troisième round. Il passait le high kick. Il passait. Ouais, L'ouverture, elle était, ouais, je pense. elle était grande comme ça. Avec Alka, on se disait aux commentaires, genre, il va l'envoyer maintenant, il va l'envoyer maintenant, il va l'envoyer maintenant. Ah, maintenant, il a vraiment l'indicateur de Ali Taleb qui va vers son high kick. Mais voilà, c'est dommage que ce soit pas sorti. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Le tournoi, on va revenir dessus. On a déjà parlé d'Oliveira. On a le Polonais Jan Cielowski qui a été très très bon. Je pense que tu veux dire quelque chose sur lui aussi, puisque c'était gros niveau. Ah bah, gros, ouais, très niveau. bon. Hein. Je me rappelle plus exactement du combat, je l'ai pas revu, mais franchement, il m'a choqué. Et bon, après, il y a le Gustavo Oliveira qui est passé, donc là, je me suis dit, s'il se rend compte, c'est en finale. Hein. S'il se rend compte, c'est en finale. Dégoûté après, je suis, ça m'a saoulé, tu vois. Je voulais le prochain, tu vois. Mais s'il se rend compte, c'est en finale. Ouais. Mais et c'est les favoris dans les demi, hein, je dirais. Pour moi, c'est les favoris, ouais. Alors, attends, Gustavo Oliveira, il affronte qui en... Dean Garnett. Non, pardon. Oliveira, c'est Campanella, c'est contre Mayo. Et le Polonais, ce sera contre Dean Garnett. Donc écoute, moi, je vais croiser les doigts pour que Mayo expose la lutte et le sol et étrangle Gustavo. Et c'est pour ça que ça va m'énerver, tu vois, qu'ils s'affrontent pas, tu vois, parce que je pense que Mayo va réussir à nous exposer son faible grappling à Gustavo. Et on n'aura donc pas droit à Yann contre Oliveira. J'aurais clairement préféré, tu vois, Mayo contre Garnett et d'un côté, et puis les deux strikers de l'autre, là. On aurait une belle guerre. Dean Garnett, bah voilà, Mayo, il aurait laissé passer Dean Garnett s'épuiser au premier round et il l'aurait étranglé dans le 2 ou le 3. Mais ça va pas être ça, hélas. Ouais, ben voilà, on peut donc le Polonais nous a incroyable la gestion debout, savoir quand accélérer, ne pas se précipiter non plus, ne pas perdre son sang-froid quand il touche son adversaire. Il y a la série de knockdown, il force l'arbitre à arrêter. Franchement, c'était un sans faute. Et Mayo Campanella, j'ai bien aimé aussi. Donc déjà, il passe pas loin de gagner sur un genou sauté, et donc j'aurais trouvé ça fun que t'es un gars qui gagne sur coup de coude retourné contre un gars qui gagne sur genou sauté. Dans le deuxième round, il y a un coup de retourné, il glisse un peu quand il l'envoie. Je pense que s'il glisse pas, peut-être que t'as coup de retourné contre coup de retourné qui se rencontrent en demi, ça aurait été sympa. Mais voilà, sinon au-delà de ça, t'imagines, t'es en combat comme ça, tu te prends un coup de retourné, tu te réveilles, t'es en side. C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. C'est moi. Je vais quoi, qu'est-ce qui se passe? T'es en side. Franchement, c'est pas passé loin. Et j'ai bien aimé ce combat dans l'ensemble. Il y avait un Mayo contre une différence, Mayo contre Zaroff. Ouais. Il y avait une différence d'approche du MMA. T'as quelqu'un qui est beaucoup plus traditionnel, on va dire, SBG style, et l'autre qui est un peu plus autodidacte. Il s'entraîne en autarcie chez Mayo Campanella, donc il y a un style très flow comme ça. Et j'ai trouvé que ça donnait une bonne dynamique. Dommage pour le troisième round de Mayo. Ça aurait été cool qu'il lui reste un peu plus de jus. Mais franchement, les deux premiers rounds, il fait du très 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 solide travail. Ouais, bah écoute, oui. Ça c'est l'avantage, des avantages peut-être pour certains spectateurs, en tout cas pour les Irlandais. Ou non, ils s'entraînent en Irlande, mais je me rappelle plus quel pays il vient. Ah, c'est Lettonie. Ça se dit comment en anglais, Lettonie? Lettonie.
Non, je sais même plus. Bref, il prend les 2 premiers rounds, donc troisième, il survit, il gagne, point, tu vois. Je suis perturbé de plus savoir Latvia. Latvia, voilà. Latvia, exactement. Moi, j'ai bien aimé ce combat-là. Je pense que Mayo aurait pu se rendre un combat beaucoup plus facile sur certaines positions, notamment cette prise de dos où il saute là. Ouais. Ça m'a agacé, tu vois. Mais je dis, franchement, il y a des petits passages comme ça où je pense qu'il aurait pu vraiment. C'est pas grave, c'est des tout petits ajustements. Mais je pense qu'il aurait clairement pu se rendre plus facile la tâche et garder du cardio pour le troisième. Mais les deux. Ouais, mais c'était un très très bon combat face à un très bon adversaire, Mathis Zarov. Moi, je me suis entraîné un petit peu avec lui et il s'entraîne bien. Il est costaud pour sa catégorie. C'est un bon lutteur, bon grappleur et donc c'est une belle victoire pour Mayo. Ouais, de l'autre côté, la dernière demi-finale, bon là, on avait tous les deux été déçus tant sur le cardio que sur les positions, quoi. Garnett contre Grunwald, t'avais pas l'impression d'avoir deux gars expérimentés qui s'affrontaient. Ouais, c'était un peu bizarre comme combat. Effectivement, moi je m'attendais clairement à ce que Dean Garnett l'emporte. Je le voyais meilleur que Grunwald, il était favori de toute façon. Mais franchement, à la fin, moi j'aurais été juge, j'aurais donné à Grunwald. Dean Garnett, t'arrêtes un peu. Franchement, juste pour que tu vois, tu fais un round, tu t'épuises comme ça, et après c'est compliqué. Ouais, non, c'était pas ouf, quoi. Ouais, Donc, ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu peux pas faire ça en tant que juge. Il prend clairement les deux premiers, tu vois. Ou alors tu mets. Mais c'était décision partagée, hein? Non? C'était une split ou c'était une 29-28 pour tous les juges? Attends, j'ai regardé. Le deuxième round, il était quand même assez serré pour Grunwald, hein, non? Non, c'est unanime. Unanime. Ouais. Ouais, j'aurais scoré 12-9 le troisième. Pour rattraper le truc, quoi. Ouais, voilà. Bon, Dean Garnett, oui, moi j'étais un peu déçu sur ce combat-là. En fait, là, ce qui m'a déçu a posteriori, c'est juste qu'on a perdu Alexander Luster, le finaliste de l'année passée, qui devait être à la place de Grunwald. Et je pense qu'il aurait passé Garnett, et là, on aurait deux demi-finales absolument incroyables. Ouais. Après, voilà, Dean Garnett va peut-être faire aussi des ajustements et il va peut-être nous surprendre aussi, hein. Parce qu'il était déçu de sa prestation, hein. Après le combat, il était déçu de sa prestation. Bon, ça va, on n'est pas les seuls haineux dans l'histoire à dire ouais, tu es déçu. Lui aussi était déçu. Donc il y aura peut-être des ajustements, on verra. Bah, on espère. Bon, après des ajustements, après plus de 20 ans de carrière professionnelle. Non, 20 ans de carrière professionnelle, je crois que son premier combat pro, c'était en 2005. Ouais. Purée. Chaud, hein. Bah, il nous reste, voilà, Paulina Vichenska, je trouve qu'elle fait une très belle prestation à nouveau. Elle avait gagné le tournoi l'année passée. Je pense que le PFL, ici, stratégiquement, ils doivent la construire jusqu'à ce qu'elle puisse représenter un risque à Dakota Ditcheva, parce que comme on en a parlé plus tôt dans le podcast, ça va être de plus en plus compliqué de trouver des adversaires de taille à Dakota Ditcheva. J'ai très peur qu'il fasse le croisement trop tôt pour Paulina. Je pense que Paulina peut vraiment se développer jusqu'au point où on se dit tiens, ce serait un combat intéressant. Tu penses aussi sur cette stratégie, ce serait le truc à faire pour le PFL, hein? Ouais, je pense. Je pense que oui, clairement. Dean Garnett, non, 2010. Hein. Ah, 2000, ouais, donc ça fait 15 ans quand même. 15 ans. Son premier combat. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. Et oui, bah, il peut encore progresser, hein. Mais bon. Bien sûr. C'est plus une question de motivation que d'âge ou d'expérience. On va terminer sur les 5 qui restent, hein. Donc moi j'ai bien aimé Levi Bachelor contre Fadi Khaled. J'ai trouvé ça très dynamique. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir un Bachelor qui était plus sur le contrôle, un Khaled qui était beaucoup plus sur le scramble. Ça donnait une dynamique intéressante. On finit sur un Ezekiel, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Meskini, très beau finish. Salvo Giudis, belle prestation qui mérite d'être soulignée. Je sais pas si toi tu veux finir en rebondissant sur un de ces deux-là, ou même donner un mot pour Safta contre Di Franco et Pedro contre Abaev. Désolé, ça a un peu coupé. Pour Di Franco contre... Rappelle-moi. Ouais, Di Franco contre Safta, et en fait il nous reste deux combats dont on n'a pas parlé là, avec tout le listing que je viens de faire à la va-vite. C'est Safta contre Di Franco et Pedro contre Abaev. Ouais, bah écoute, moi j'ai bien aimé le combat de Di Franco contre Safta. C'était un combat bien engagé. Je pense qu'un peu dans la même dynamique, je pense que les deux ont un peu mal géré leur cardio.
Safta, il va Ouais. falloir qu'il fasse des gros ajustements parce que on se rappelle qu'il avait fait un bon premier round contre Patrick. Je sais pas s'il prenait ce premier round contre Patrick Averora. Oh, Mais il avait fait un trop bon. loin dans ma tête. Ouais. De mémoire, il avait fait un bon premier round, mais après, il était cuit, cramé, tu vois. Et Mhm. là, on a eu la même chose. Donc, il prend son premier round, et puis après, il est complètement cuit et cramé. Donc, ça a été un combat qui a été difficile pour les deux. Une victoire qui est arrachée sur le fil par Safta, mais qui aurait pu passer de l'autre côté hein, pour Di Franco. Ouais. Voilà, donc ouais, c'était assez sympathique. Abaev contre Cekina, moi je vous avoue que je voyais Abaev, enfin je voyais mes prévisions, voilà. J'avais dit ouais, Abaev il va le mettre KO, etc., etc. Je m'attendais pas à voir un Cekina qui mettait des gros blasts double leg comme comme Moi non Jordan plus. Burroughs là, tu vois. Et ouais, bah écoute, un peu frustré enfin frustré. Très belle prestation de Cekina qui a su gérer la puissance de son adversaire, de Khamzat Abaev. Ouais. Et puis voilà, pour moi une décision qui est enfin voilà, qui est logique, indiscutable. hein, indiscutable, logique. Tu peux discuter entre le 30-27 et le 29-28, mais dans les deux cas, la victoire va à Cekina. Et Cekina, le premier round, tu peux dire, ok, il y a un argument d'un côté comme de l'autre, ça peut, et d'ailleurs c'était split entre les arbitres, comme t'aimes Moi, bien j'avais- faire, hein, tu vois, le premier round c'est 29-28 pour Cekina, et le deuxième et troisième round c'est 30-27 pour Cekina, et je trouve ça logique, le 2 et 3 c'est indiscutable pour lui, le 1 ouvert au débat, mais donc 30-27 et 29-28 sont des scores qui me semblent très logiques à l'avantage de Cekina. Moi, j'avais le premier round pour Khamzat Abaev. Les rounds Je pense que suivants- j'avais ça aussi. Je crois qu'au Ouais. commentaire, je dis que selon moi, il y a même pas de... Enfin, voilà, c'est... Non. Au commentaire, je dis que... Non. Commentaire, je dis que le premier est discutable et les deux autres vont à Cekina. Ouais. Et je pense que ouais, je penchais légèrement à Baev pour le premier round, mais que ça changeait rien à la donne, quoi. Mhm. Ouais, voilà. Donc, bon, il y avait deux, trois trucs qui m'ont un peu, je vais pas dire déçu, mais voilà, j'aurais préféré voir un Abaev qui frappe un peu plus au corps, tu vois. Il a trop cherché la tête. Donc, le corps était quand même bien ouvert de Cekina. Il n'y a pas une seule frappe, pas eu un seul jab, pas eu un seul cross ou même un middle, tu vois, au corps. Je pense que ça aurait été, voilà, on dit tous les deux, hein, quand tu chasses que la tête, c'est compliqué, tu vois, de mettre KO. Et par Et contre, trop de single attack aussi, en plus. ouais, Parce que là, il vise la même cible et avec le même setup et avec la même cadence. Chaque frappe qu'il envoyait, c'était pour arracher une tête. C'était quasi systématiquement du single attack. C'était quasi systématiquement du bras arrière. Et c'était toujours vers la même cible. Donc, après 30 secondes de combat, ça devient facile à défendre. ouais, voilà. Donc oui, après, bah, de l'autre côté, Cekina, je m'attendais à ce qu'il ait un seul un peu moins bon. Et franchement, rien à dire. Ouais, c'était bien. C'était intéressant. Ouais, c'est ce que je disais aux commentaires. Je pense que c'était de nouveau pas le combat du tout le plus divertissant de la soirée. Surtout vu les attentes qu'on pouvait avoir par rapport aux deux profils en termes de divertissement et d'engagement. Par contre, clairement, Cekina, il était conscient du danger face à lui. Il était face à un Abaev et il est dangereux partout. Et il a réussi à trouver son chemin vers la victoire et vraiment capitaliser dessus. Premier round un peu compliqué, qui lui ouvre cette porte en disant « Ah tiens, je peux gagner de cette manière ». Et il a complètement maximisé ça dans le deuxième et troisième round. Et donc, je trouve que d'un point de vue stratégique et application de la stratégie, c'était du très bon travail de Cekina. Ah ouais, très bon. Il a fait parler son expérience, ouais. C'est clair, hein, c'était un combat qui était pas facile du tout sur papier et enfin voilà, moi à un moment je me mettais à sa place, j'ai dit purée, tu vas combattre contre Khamzat Abaev là, il va t'arracher la tête mon ami. C'était enfin voilà, il a vraiment été suffisamment malin pour gérer le combat et franchement ouais, victoire méritée, rien à dire. Voilà, on a fait le tour. Brian, en tout grand merci les amis, merci. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Eoko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo
NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.